Le phénomène suivant que nous allons voir, c'est celui de la polarisation. Donc nous allons voir en quoi consiste cette polarisation et comment obtenir de la polarisation. Pour illustrer mon propos, eh bien, prenez un rayon lumineux qui, par exemple, aurait cette direction-là, et a priori, cette lumière n'est pas polarisée. Ça veut dire en fait que le champ électrique peut prendre n'importe quelle direction. Mais souvenez-vous, il faut toujours que le champ électrique soit perpendiculaire à la direction de propagation. Donc il se peut que ici, en ce moment, le champ électrique soit dirigé vers le haut. Là-bas, il est comme ceci, mais c'est un dessin en perspective. Je vous rappelle que j'ai toujours un angle droit. Ou bien il penche dans ce sens-là, mais toujours avec un angle droit, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'a priori, ce champ électrique peut prendre n'importe quelle orientation. La question est, est-ce qu'il y aurait moyen de polariser cette onde de telle manière que je n'ai par exemple que de la polarisation verticale? Je vous rappelle que quand on parle de la polarisation de la lumière, on prend toujours comme axe de référence la direction du champ électrique. Il s'agissait bien ici du champ électrique. Souvenez-vous qu'il existe aussi le champ magnétique qui est perpendiculaire à la direction de propagation et au champ électrique. Donc, je ne discute ici que du champ électrique, donc j'aimerais bien, par un moyen quelconque, avoir un rayon lumineux dont le champ électrique, par exemple, serait toujours vertical. Alors, pour bien fixer les idées, je vais prendre une analogie. Imaginez une corde que je vais tendre horizontalement. Voilà ma corde. Et je vais générer une onde sur cette corde. Je pourrais obtenir cette onde en faisant gigoter, par exemple ici, la corde de haut en bas. Et donc, je vais avoir ici une onde qui va voyager et sa polarisation serait verticale, puisque vous voyez que toutes les oscillations se trouvent dans le plan vertical qui contient la corde. Je pourrais au contraire m'amuser à faire gigoter la corde de gauche à droite. Donc voilà ce que ça donnerait de nouveau dans une vue en perspective. Ou encore, je fais gigoter la corde à 45 degrés. Et ainsi de suite. Est-ce que je peux polariser cette onde pour ne garder que des oscillations dans le sens vertical? Eh bien oui, il y aurait un moyen de le faire. Je vais prendre en fait un écran. Et dans cet écran, je vais créer une fente. Pardon. Et imaginez que la corde passe à travers cette fente. Donc je vais mettre en pointillé cette partie-là de la corde qu'on ne voit plus. Okay, et je vais prendre comme propriété de cette fente qu'elle soit très très étroite pour ne permettre les mouvements de la corde que dans le sens vertical. Et imaginons également qu'il n'y ait aucun frottement entre les bords de cette fente et la corde. Donc je n'ai aucune contrainte pour les mouvements verticaux de la corde, mais au contraire, je bloque tout mouvement latéral de la corde. Il est clair qu'avec un tel dispositif, en fait, l'onde que je vais retrouver derrière sera uniquement une onde verticale comme ceci. Donc j'aurai créé une polarisation verticale. Eh bien, en fait, en optique, il existe l'équivalent de ceci, c'est le film polarisant ou encore ce que l'on appelle le polaroïde. Donc le polaroïde, si vous voulez, joue exactement le même effet que mon écran, donc je le dessine rapidement.
un film polaroïde a toujours un axe de polarisation, donc une direction privilégiée. Je vais mettre plus tard simplement AP pour indiquer cet axe de polarisation. Alors, quel est l'effet de ceci? C'est que si vous arrivez ici avec une onde incidente non polarisée, donc de nouveau, comme dans le tout premier cas, le champ électrique peut prendre n'importe quelle orientation, le polaroïde va bloquer toutes les composantes horizontales, donc perpendiculaires à l'axe de polarisation. Et au contraire, il laissera passer idéalement à 100% la composante qui est parallèle à l'axe de polarisation. Ça veut dire ici donc que je vais me retrouver avec une onde uniquement avec un champ électrique vertical. Si je regardais cette situation, mais vue de face, donc je me mets en fait dans le prolongement ici, dans l'axe de propagation de la lumière, j'obtiendrai la situation suivante. Donc voilà mon polaroïde avec son axe de polarisation que je prends ici comme étant vertical. Et imaginez que l'onde incidente soit en oblique. Donc le champ électrique est comme ceci. Ceci, c'est le champ électrique incident. Ce champ électrique, je vais le décomposer en composantes parallèles à l'axe de polarisation. Voilà ce champ électrique parallèle. Et de l'autre côté, bien sûr, j'ai la composante du champ qui est perpendiculaire à l'axe de polarisation. Donc, comme on l'a dit, en fait, cette composante du champ va être éliminée, ne sera pas transmise par le polaroïde, tandis que, idéalement, toute la composante parallèle, elle, sera transmise sans absorption par le polaroïde. Donc, je pourrais dire que le champ électrique transmis, c'est le champ parallèle. Je vais indiquer maintenant l'angle entre le champ électrique incident et la direction de l'axe de polarisation, c'est-à-dire en fait finalement cet angle-là. Voilà l'angle θ. Donc, ceci va pouvoir s'écrire sous la forme E incident multiplié par cosinus θ. On sait d'autre part que l'intensité d'une onde est toujours proportionnelle au carré de l'amplitude, en l'occurrence ici au carré du champ électrique, ce qui veut dire que l'intensité qui sera transmise par le polaroïde sera égale à l'intensité incidente multipliée par le cosinus carré de l'angle entre le champ électrique incident et la direction de l'axe de polarisation. C'est ce qu'on appelle la loi de Malus, découverte par Étienne Malus, qui a vécu de 1775 à 1812. Prenons deux cas particuliers pour l'orientation du polaroïde. Dans ce cas-ci, je mets l'axe de polarisation, comme dans le cas précédent, en vertical, et imaginez que l'onde incidente soit déjà polarisée verticalement. Donc la lumière ici a son champ électrique comme ceci. Quand on parle de polarisation, étant donné qu'en un point, le champ électrique parfois est dirigé vers le haut et puis l'instant d'après il sera dirigé vers le bas, donc dans le contexte de la polarisation, on indique en fait le sens de la polarisation par une double flèche. Donc, quel est l'effet du polaroïde sur cette onde-là?
comme le champ électrique est parallèle à l'axe de polarisation, ça veut dire que cette onde sera transmise à 100%. Si au contraire, je refais la même expérience, toujours avec ici une onde incidente qui est polarisée verticalement. Je reprends le dessin de mon polaroïde. Mais cette fois-ci, j'ai mis l'axe du polaroïde en horizontal. Donc ça veut dire en fait qu'il y a 90 degrés entre le champ électrique incident et la direction de l'axe du polaroïde. Donc d'après la loi de Malus, vous voyez que cosinus carré de 90 degrés va nous donner 0. Je n'ai strictement aucune transmission par le polaroïde. Que se passe-t-il maintenant si j'arrive avec une onde non polarisée? Donc voilà mon onde incidente. De nouveau, toutes les polarisations sont permises. Donc le champ électrique, tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est perpendiculaire à la direction de propagation, mais tous les angles ici autour de l'axe de propagation sont représentés. Eh bien, cette fois-ci, en fait, je vais sélectionner, donc reprenons de nouveau par exemple le polaroïde avec son axe de polarisation en vertical. À chaque fois, je vais sélectionner la composante verticale du champ électrique. Donc je sais qu'à la sortie, je vais trouver uniquement des contributions verticales. Quelle est l'intensité qui était transmise? Eh bien, je reprends toujours la loi de Malus. I transmis est égal à I incident multiplié par cosinus carré θ, mais tous les θ sont représentés. Ce qui veut dire que je dois prendre la moyenne de cette loi de Malus, mais moyenner pour toutes les valeurs possibles de cosinus carré θ. Or, souvenez-vous, on a déjà vu ça plusieurs fois, la moyenne de cosinus carré θ, quand tous les θ sont représentés, ça vaut 1/2. Donc, dans ce cas-ci, je vais obtenir que l'intensité transmise, c'est l'intensité incidente divisée par 2. Bien, il existe un deuxième moyen d'obtenir de la polarisation. Cette fois-ci, c'est par diffusion. Souvenez-vous, on a déjà parlé de la transmission diffuse de la lumière. Moi, j'avais pris un rayon de lumière venant du Soleil et qui était diffusé par l'atmosphère. Je vais reprendre exactement la même situation. Donc, imaginons un rayon lumineux, le Soleil se trouve très loin dans cette direction-là, et cette lumière va être diffusée par un atome qu'elle rencontre. De nouveau, je vous ramène de nouveau à la discussion qui avait eu lieu à l'époque, un atome ou une molécule peut être représenté comme étant un électron très léger, donc facile à mettre en mouvement, et le reste de l'atome ou le reste de la molécule, ça va former donc un ion positif, qui lui ne bougera pratiquement pas, vu évidemment sa masse importante par rapport à la masse de l'électron. Imaginez maintenant que la lumière incidente soit polarisée horizontalement. En fait, ce n'est pas le cas. La lumière solaire n'est pas polarisée, mais je vais discuter, si vous voulez, composante par composante. Donc, pour l'instant, j'ai une polarisation horizontale. Donc, le champ électrique se trouve comme ceci. Donc, du même coup, l'électron ici va être soumis à un mouvement de va-et-vient dans ce sens-là. Souvenez-vous, nous avons ici un dipôle électrique avec la borne plus qui est l'ion, la borne moins qui est l'électron, dipôle électrique oscillant qui va émettre, qui va rayonner dans toutes les directions a priori. Donc, ça veut dire en fait que je vais avoir de la lumière dans cette direction-là, dans celle-là, et moi je vais aller voir une direction qui m'intéresse,
c'est celle qui est à 90 degrés ici par rapport au rayon incident. Donc imaginez que nous soyons ici et on regarde dans cette direction-là du ciel. De nouveau, comme le dipôle aussi comme ceci, le rayon que je veux obtenir aura la même polarisation. Donc la lumière diffusée aura cette même polarisation horizontale. Regardez maintenant l'autre composante. Imaginez que l'onde incidente ait une polarisation verticale. Cette fois-ci, bien sûr, ça veut dire que l'électron va commencer à gigoter de haut en bas. Ceci va rayonner, va donner du rayonnement dans toutes les directions de l'espace. Mais souvenez-vous de ce qu'on a dit. Un dipôle oscillant ne rayonne jamais dans l'axe du dipôle. Ça veut dire en fait ici que vous n'avez pas de lumière qui correspond à cette polarisation verticale. Donc la lumière que nous recevons au niveau du sol a uniquement une composante de polarisation, c'est uniquement dans ce sens-là. Vous pouvez vous en convaincre d'ailleurs en portant des lunettes polaroïdes. Mais je vous rappelle en fait que pour que l'effet soit maximum, il faut absolument que vous regardiez dans une direction du ciel telle que la ligne de visée de vous vers le coin du ciel que vous regardez et le rayon incident du soleil, ceci forme exactement un angle droit. Eh bien, avec les lunettes polaroïdes sur les yeux, tournez sur vous-même, tout en fixant toujours le même point du ciel. Vous allez voir que, avec une certaine orientation de la tête, le ciel ici sera bleu, et puis si vous tournez de 90 degrés, le ciel va devenir noir. Ceci montre bien que la lumière que vous recevez est une lumière polarisée et avec un certain angle de votre tête, donc vous bloquez avec les verres polaroïdes, vous bloquez cette composante qui est comme ceci. Avant d'aller plus loin, je profite ici de ce dessin justement pour vous montrer deux manières de parler de la polarisation. J'ai pris ici donc la lumière incidente qui était comme ceci, et j'ai dit qu'a priori, même si la lumière n'est pas polarisée, vous pouvez toujours décomposer n'importe quel champ électrique comme ayant une composante verticale, donc voilà la polarisation verticale, et l'autre composante, c'est la composante horizontale. Donc si je fais un dessin en perspective, je fais comme ici au-dessus, je vais représenter ceci, mais pour bien indiquer, pour que ce soit clair dans un dessin en perspective, je dois noter que ceci est horizontal. Si on ne veut pas faire un dessin en perspective, je vais reprendre la même situation, je reprends donc de nouveau le même, excusez-moi, je reprends donc le même rayon incident, et je voudrais noter de nouveau les deux types de polarisation. Pour la polarisation verticale, je ne change pas de dessin, je prends toujours ce dessin-là. En revanche, puisque je ne veux plus travailler en perspective, ceci me dérange. Tout ce que je sais, c'est que le champ électrique ici, parfois, sort de l'écran et parfois il rentre dans l'écran. Eh bien, ceci est indiqué par un gros point. Donc, si vous mettez un point comme ceci, ça veut dire que le champ électrique rentre et sort de l'écran. Et donc, il est toujours perpendiculaire ici à l'écran. Bien, je passe maintenant à la dernière manière d'obtenir de la polarisation. Cette fois-ci, c'est par réflexion. Je vais prendre d'abord le cas général. Imaginez de nouveau une interface entre un milieu N1 et un milieu N2. Je prends un rayon incident, comme ceci, et je sais que
Ce rayon peut être réfléchi, en respectant bien sûr toujours la condition que θi est égal à θr. Et d'autre part, j'ai un rayon réfracté qui va être comme ceci. Rayon réfracté, donc je serais tenté d'utiliser θr, mais j'utilise déjà θr. Donc dans ce paragraphe-ci, je vais utiliser θt, t pour transmis dans le deuxième milieu. Mais il s'agit bien sûr, du rayon réfracté. Ce que l'on peut montrer, nous ne le ferons pas, c'est que la polarisation est toujours conservée. C'est-à-dire que si vous avez de la polarisation perpendiculaire, quand on parle de polarisation perpendiculaire, c'est toujours sous-entendu perpendiculaire au plan d'incidence. Donc vous prenez le plan qui est formé par le rayon incident et par la normale au plan, eh bien le champ électrique est perpendiculaire à ce plan-là. En d'autres termes, le champ électrique rentre ou sort de l'écran perpendiculairement. Eh bien, en fait, cette polarisation est conservée. Ça veut dire que le rayon réfléchi aura de nouveau une polarisation perpendiculaire et le rayon réfracté, de la même manière, aura une polarisation perpendiculaire. Donc, si l'incidence est perpendiculaire, la réflexion a une polarisation perpendiculaire et la réfraction a également une polarisation perpendiculaire. Tandis que si vous prenez la composante parallèle, donc j'ai maintenant le champ électrique qui est dans le plan d'incidence, en l'occurrence ici dans le plan de l'écran, de nouveau, cette polarisation va être conservée. J'aurai toujours une polarisation qu'on appelle parallèle. Donc si l'incidence a une polarisation parallèle, la réflexion est parallèle et la réfraction est également parallèle. On doit à l'anglais Brewster d'avoir trouvé une propriété tout à fait spéciale. Brewster dit que si θr plus θt est égal à 90 degrés, l'onde réfléchie n'aura que la composante perpendiculaire. Vous n'aurez aucune composante parallèle dans ces conditions. Je vais esquisser le dessin. Je reprends de nouveau l'interface. Ici, la normale à l'interface. Je vais faire mon dessin à l'envers pour ne pas le rater. Imaginez que le rayon réfléchi soit comme ceci. Le rayon réfracté, je le prends comme ça. Et le rayon incident, bien sûr, doit avoir le même angle que le rayon réfléchi, donc c'est à peu près comme ceci. Regardez ce que dit Brewster. θr plus θt doit être égal à 90 degrés. Or, si vous prenez tout l'angle, de là en haut jusqu'en bas, nous avons un angle de 180 degrés. Si je respecte la condition θr plus θt est égal à 90 degrés, ça veut dire que l'angle entre le rayon réfléchi et le rayon transmis, ou ici le rayon réfracté, doit aussi être égal à 90 degrés. En d'autres termes, ces deux rayons sont à angle droit. Donc je pourrais énoncer autrement ce critère de Brewster. Si le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont perpendiculaires entre eux, à ce moment-là, la polarisation est à 100% perpendiculaire. Donc, ça veut dire que peu importe si vous avez ici de la polarisation
ou pas de polarisation du tout d'ailleurs. Donc vous avez je vais prendre les deux types de polarisation. Ici, on ne dit rien du tout, et les deux polarisations vont être représentées. Tandis que dans le rayon réfléchi, vous n'aurez que de la polarisation perpendiculaire, comme ceci. Je ne vais pas vous donner le critère qui permet d'obtenir quel est cet angle incident qui correspond au critère de Brewster. Je vous en fais grâce, même si la démonstration n'est pas très compliquée. Sachez simplement que la tangente de cet angle est donnée par N2 sur N1. Si cette condition est respectée, à ce moment-là, vous avez ce phénomène découvert par Brewster. Cet angle θi très spécial, vous le verrez parfois noté comme étant θp, P évidemment pour parler de polarisation, ou encore en hommage à Brewster, ce sera θb comme Brewster. Pour vous donner une petite idée, imaginez que nous venions de l'air, donc N1 est égal à 1, et je vais prendre pour l'eau, par exemple, donc le milieu 2, c'est de l'eau. Vous avez à ce moment-là un angle de polarisation qui est de 53 degrés. Si je prenais un verre, je précise que c'est un verre qui a un indice de réfraction de 1,5, l'angle de polarisation sera de 56 degrés. Vous pouvez voir en fait cet effet de polarisation par la situation suivante. C'est une photo qui a été prise au bord de la piscine et vous voyez ici deux enfants. En fait, rien n'a bougé entre les deux. Simplement, devant l'appareil photo, on a placé ici un polaroïde dont l'axe est horizontal, tandis que dans le deuxième cas, l'axe du polaroïde est vertical. Donc, il faut bien réfléchir à ce qui se passe. La lumière qui vous vient de la piscine, elle peut être de deux types. Vous avez de la lumière qui a été émise par l'intérieur de la piscine. Et d'autre part, vous pouvez aussi récolter de la lumière réfléchie. Le soleil se trouve ici derrière les enfants, donc vous voyez que les rayons lumineux sont venus à la surface de l'eau et puis sont réfléchis vers l'appareil photo. Regardez cette première situation. Puisque on sait que la lumière, on est à peu près dans les conditions de l'angle de Brewster, ça veut dire que la lumière du soleil qui a été réfléchie par l'eau a sa polarisation qui est horizontale, perpendiculaire au plan d'incidence, mais en l'occurrence ici ça veut dire horizontale. Or j'ai placé l'axe de polarisation du filtre devant l'appareil photo aussi en horizontal. Ça veut dire que je permets, j'accepte la lumière réfléchie. Et du même coup, en fait, vous voyez très très bien les bords ici des enfants. En effet, les rayons lumineux du soleil ont été bloqués par les enfants, tandis que là, ce n'est pas bloqué non plus par des phénomènes de polarisation, donc vous voyez très bien la silhouette des enfants à la surface de l'eau. Dans le deuxième cas, le polaroïde a été mis avec son axe vertical. Mais souvenez-vous, puisque nous sommes ici dans les conditions de Brewster, les rayons réfléchis par l'eau ont leur polarisation qui est horizontale. Et vous allez refuser ceci. Ça veut dire en fait que vous n'acceptez pas les rayons réfléchis. Toute la lumière que vous recevez ici, c'est la lumière qui vient de l'intérieur de la piscine. Et c'est pour ça que les enfants ici ont disparu. Ce que vous voyez, ce sont les bandes qui sont sur le,
au fond de la piscine. Revenons sur un graphique que j'avais montré à propos de la réflexion régulière. Souvenez-vous, c'était ce graphique-ci. Nous avons vu ce qui se passe quand la lumière ici vient de l'air et arrive sur du verre, ou ici l'inverse, la lumière vient du verre et se dirige vers l'air. Mais on ne regarde que la réflexion. Regardez donc uniquement les rayons en bleu et la courbe en bleu. Souvenez-vous, la réflectance est au début très faible et puis elle monte de manière monotone pour finalement arriver à 100%. Idem ici, mais ça se passe à un angle plus petit, c'est l'angle critique que nous avons rencontré dans la réfraction. Mais ici, en fait, je prenais une onde incidente qui était non polarisée. Ça veut dire que je peux toujours décomposer cette onde non polarisée en composantes parallèles et composantes perpendiculaires. Donc je vais refaire les mêmes graphiques, mais en travaillant maintenant polarisation par polarisation. Donc, dans les deux figures en haut, c'est toujours le passage de l'air vers le verre, tandis que les deux en bas, ce sera allant du verre vers l'air. Bon, bien, reprenons les deux graphiques au-dessus, mais cette fois-ci, on travaille composante par composante. Je prends d'abord la composante parallèle, et vous voyez que cette composante parallèle ici, vous voyez que la réflectance, plutôt que d'augmenter de manière monotone, et puis finalement va augmenter de plus en plus vite pour arriver à 100%, au contraire, au début, la réflectance diminue. Elle va s'annuler ici à 54 degrés. Nous sommes exactement à l'angle de Brewster. Et à partir de là, elle va commencer à croître pour arriver à 100%. Tandis que la composante perpendiculaire, elle n'est pas affectée par cet angle de Brewster, et donc vous voyez la réflectance qui augmente pour arriver à 100%. Et bien sûr, vous avez le même phénomène. Si maintenant je pars du verre vers l'air, la réflectance ici diminue et vous voyez qu'elle est nulle à l'angle de 36 degrés. En fait, c'est l'angle complémentaire à 90 degrés de l'angle que j'avais là-bas en haut. Et à partir de là, la réflectance grimpe en flèche pour arriver à 100% à cause de la réflexion totale. Tandis que, de nouveau, la composante perpendiculaire n'est pas affectée et vous voyez qu'elle augmente de manière monotone pour arriver à 100%. Je vous montre encore une autre illustration. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc voici une véranda avec un parquet. Vous avez le soleil qui se trouve là-bas derrière. Et je suis à peu près dans les conditions d'angle de Brewster. Donc ici, vous voyez d'une part la lumière qui vient de n'importe où dans le ciel, mais donc qui a frappé le parquet et qui vient vers la caméra. Et vous avez également la contribution de la lumière du soleil réfléchie ici par le parquet. Ici, dans le premier cas, j'ai l'axe du polaroïde. Non, excusez-moi, je n'ai pas de filtre devant l'appareil photo, tandis que de l'autre côté, je bloque justement cette composante de polarisation perpendiculaire en mettant ici le filtre polaroïde avec sa polarisation verticale. Donc à ce moment-là, toute cette composante réfléchie va disparaître. J'ai simplement la lumière qui était envoyée par le parquet et qui venait de toutes les directions du ciel. Mais ce n'est pas en tout cas de la lumière réfléchie directement du soleil. Donc vous voyez que tous ces reflets ont disparu. Ça, c'est tout l'avantage des lunettes polaroïdes. Ceci conclut ce que je voulais dire sur les phénomènes de polarisation.